Moi, Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. La Cour prend acte de votre prestation de serment en qualité de président de la République démocratique du Congo. Toutes nos félicitations. La guerre prévue n'aura finalement pas eu lieu. Les pires prévisions se sont avérées fausses. Ça y est, c'est fait. Il a prêté serment et repart pour 5 ans de mandat. La guerre prévue n'aura finalement pas eu lieu. Les pires prévisions se sont avérées heureusement fausses. Mais on n'est pas passé loin du chaos. Que l'on soit pour ou contre l'écrasante victoire du président Félix Tshisekedi, que l'on soit de ceux qui la contestent ou de ceux qui s'en réjouissent, il faut reconnaître que la catastrophe annoncée n'a pas eu lieu. Chacun s'attendait à une guerre civile, tant les choses étaient mal emmanchées pour ces élections à haut risque. Au-delà de la guerre dans l'Est, des menaces des groupes armés qui mutilent sur commande cette région minière, c'était un serpent de mer, l'Arlésienne, qui revient à quasiment chaque scrutin qui risquait de tout embraser. La question de la nationalité du candidat à la présidentielle, en l'occurrence celle de Moïse Katumbi, sortie du chapeau avec de nombreux éléments tangibles ce coup-ci. Le passeport congolais n'a aucune valeur à vos yeux. Vous, gouverneur de cette grande province du Katanga, vous minimisez l'importance du passeport congolais et vous le privilégiez au passeport zambien. C'est-à-dire que vous êtes ni congolais, ni dans l'âme, ni dans l'esprit, ni même dans le sang. Et je vous dis, je le défie même de connaître l'hymne national congolais. Les candidats au sommet de l'État ne doivent donc faire l'objet d'aucun doute juridique sur leur nationalité. Il est dès lors évident qu'un candidat qui a eu une nationalité étrangère y a en toute hypothèse renoncé sans faire une demande formelle pour retrouver la nationalité congolaise ne peut être partant aux prochaines élections présidentielles. Mon passeport de 2009 à 2014. Katumbi Moïse, nationalité congolaise. 2014. Vous pouvez 2014, ouvrir... 18 mai 2014. Voilà. Alors, il peut... Voilà. Et ça, le passeport que j'ai utilisé délivré en 2009 à Kinshasa. Voilà. Et ça, c'est de 2015, Monsieur Kalonji, vous pouvez regarder. Délivré le 12 février 2015. Jusqu'à 11 février 2020. Voilà. Et je vais vous montrer mes visas. Et on doit zoomer ces visas parce que l'Union européenne est à Kinshasa. Voilà. Regardez, ces visas-là, c'est de quelle année à quelle année? J'étais parti en exil quand? En 2016. Sous la période de Mobutu, la Deuxième République, M. Moïse Katumbi n'était pas éligible pour être candidat à la présidence de la République. Parce que la Constitution, à l'époque, l'article 7 disait clairement qu'il fallait être zaïrois, né de mère et de père congolais. Donc il n'était pas éligible, il était dans ce pays-ci. Pendant la période actuelle, il n'est pas éligible pour la présidence de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que lui-même, il dit que son père est italien, grec, et il est connu aujourd'hui que sa mère est zambienne et sa femme est burundaise. Comment est-ce que quelqu'un comme ça arrive à être éligible pour la présidence? À ce moment-là de la campagne présidentielle, l'ambiance est électrique en République démocratique du Congo. Les partisans des différents camps sont prêts à en découdre pour défendre la position de leur leader. Le climat est tellement friable, tellement tendu, que malgré les documents glanés ça et là en ma possession, qui prouvaient de façon évidente la nationalité controversée du candidat Moïse Katumbi, pour une fois dans ma carrière, qui commence quand même à être un petit peu importante et longue, je me suis abstenu de faire une chronique. Un véritable cas de conscience compte tenu des enjeux. Il faut dire que le sujet de la nationalité des candidats à la présidentielle est depuis quelques décennies tellement sensible et a fait couler beaucoup de sang sous d'autres cieux que pour une fois, pour ne pas être un des acteurs responsables de l'embrasement du pays, j'ai choisi le silence.
Pourtant, j'étais en possession d'éléments concrets, physiques, prouvant que Moïse Katumbi s'était, c'est vrai, quelquefois prévalu d'autres nationalités. Même si la tentation pour le journaliste avec autant d'éléments est de publier, d'informer le public, je me suis dans le même temps dit que l'obligation dans ce cas pour le journaliste panafricain, dans son espace, est aussi de faire parfois preuve de discernement et de responsabilité, d'éviter de rajouter de l'huile sur le feu. Mais ai-je raison en pensant ainsi? Je ne sais pas. Surtout que dans mon métier, j'ai vu tellement de feux partir d'un simple papier, d'un simple article de presse. J'en suis encore à cette interrogation, à ce questionnement qui continue de trotter dans ma tête sans réponse satisfaisante. Sur le sujet, les conceptions, les positions varient et sont toutes défendables. Alors que j'étais à la réflexion de savoir si je devais ou non, au nom de l'honnêteté journalistique, publier les éléments en ma possession, le président Félix Tshisekedi m'a, sans le savoir, facilité la tâche en prenant une position d'apaisement, de compromis. Est-ce que être Congolais de père et de mère suffit à garantir une bonne gestion des Congolais de père et de mère, des autres Congolais, de nos compatriotes, de père et de mère ou d'un père, d'une mère, voilà. Donc, est-ce que cela suffit comme critère pour servir son pays de manière loyale, fidèle, et ses compatriotes de manière convenable? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que l'histoire, même la plus récente de notre pays, nous démontre qu'il y a eu des Congolais de père et de mère qui ont participé à la ruine de notre pays. Une option qui a permis à Moïse Katumbi d'être candidat, mais sans pour autant mettre fin à la polémique. La question va continuer d'agiter la campagne et d'exciter les foules. Il faut dire que la loi sur la question est claire et les éléments suffisamment éloquents pour que le feu prenne. Ce qui me motive, c'est de protéger la souveraineté nationale, de protéger l'intégrité territoriale et d'éviter l'infiltration au sommet de l'État. Pourquoi? Parce que depuis un certain temps, tout le monde le sait, ce n'est pas un secret, tout le monde le sait, les institutions de la République ont été et sont infiltrées. Est-ce qu'Azali, Zambia, il y a solo ou Eza Lukuta? Parce que na mutu na sommet ya mboka, okoki ko servir 2 mètres à la fois. Voyez bien bon? Oko trahir moko na profit na mususu. Na sommet ya mboka, Zambie, azali voisin na biso. Soki sikoyo, tokoti na ba conflit d'intérêt. Zambie aza na intérêt na ye. Congo aza na intérêt na ye. Sikoyo soko aza na sommet ya mboka. Oko décider ko défendre ba intérêt ya nani? Ya Zambie ou ya Congo? Selon le registre de la province Salvito-Normanie en Italie, l'ancien gouverneur du Katanga a bien obtenu sa naturalisation en 2000, mais en janvier 2017, il a demandé à rendre sa nationalité, rapporte Jeune Afrique. En 2013, fait une demande d'application de visa pour les États-Unis. En 2013, il était gouverneur de la province de Katanga, n'est-ce pas? Donc, vous imaginez un monsieur qui est gouverneur d'une province en République démocratique du Congo, qui a le passeport diplomatique en tant que gouverneur de la province, et qui va dans un pays étranger, notamment les États-Unis, et qu'il demande le visa en tant que Zambien, lui qui représente une grande province comme le Katanga. Vous mentez à la Grande-Bretagne, vous mentez aux États-Unis, vous mentez au Congo. Et vous mentez également à l'Italie. Parce qu'il avait aussi, il a également la nationalité italienne. La question de la nationalité des candidats à la présidentielle a fait tellement de victimes sur le continent. Elle continue de verser du sang et à diviser les communautés. Elle était un réel point de tension dans le scrutin à la République démocratique du Congo. Une question à la base de nombreuses divisions politiques, sociales et économiques au sud du Sahara. Souvenez-vous, la Côte d'Ivoire en 1999, avec le fameux concept d'ivoirité. Être ivoirien, c'est décider de se reconnaître dans le peuple ivoirien.
dans son histoire, sa culture et ses valeurs fondamentales pour réussir le saut formidable d'une conscience tribale ou ethnique à une conscience nationale. Il faut un ressort culturel et identitaire. Ce ressort doit être solide comme un point fixe et ce point fixe s'appelle l'ivoirité. Celle-ci n'est pas une donnée juridique comme le sont la nationalité et la citoyenneté, contrairement à ce que beaucoup écrivent. Tout électeur âgé d'au moins 40 ans peut être candidat à l'élection du président de la République sous réserve des conditions ci-après. Être ivoirien de naissance, né des pères et mères eux-mêmes ivoiriens de naissance. Je suis ivoirien et en tant qu'Ivoirien, je réponds à votre appel. Considérant que les requérants tirent de ce qui précède la conséquence que son père et sa mère n'étant pas ivoiriens, Alassane Ouattara lui-même ne peut être ivoirien. Faut-il encore le rappeler, mon père Dramane Ouattara n'a jamais été voltaïque ou burkinabé. J'en veux aussi pour preuve sa carte nationale d'identité établie le 20 mars 1963 à Dimokro. Voici l'original, voici sa carte d'identité. Quant à ma mère, elle est originaire de Gbeleban dans le département d'Oguéné. Elle est née à Dabou, où mon grand-père Ibrahim Cissé a passé une bonne partie de sa vie. Pour Alassane Ouattara, il est un cas d'école. Son cas est un cas d'école dans la vie politique en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique et dans le monde. Et son cas est devenu un cas de passion. Quand tu dis Alassane Ouattara, on te gifle. On ne sait pas encore ce que tu vas dire. On te gifle déjà. Sont rejetés comme non conformes à la loi les déclarations de candidature de Alassane Ouattara. La Cour suprême a statué sur le cas et reconnu la non-éligibilité d'Alassane Ouattara aux fonctions électives qu'il sollicitait. Mon père est ivoirien de naissance, ma mère est ivoirienne de naissance, mes grands-parents sont ivoiriens de naissance, mes frères et sœurs sont tous ivoiriens de naissance, et tous ont leur certificat de nationalité ivoirienne. J'avais dit aussi, ce qui avait ému certaines personnes, que j'étais choqué que M. Ouattara soit candidat à l'élection présidentielle. Parce que il avait travaillé tantôt comme burkinabé, tantôt comme ivoirien, et que ça me choquait. Ça avait ému des personnes, mais je le répète, je suis choqué. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être haut fonctionnaire, selon moi, dans un pays, pour un pays, et puis après se retrouver dans un autre pays où on est candidat à la présidentielle là-bas. Moi, je n'ai jamais vu ça. L'article 35 de la Constitution a été conçu dans le seul but de m'éliminer de la course à l'élection présidentielle. On dit aussi que l'article 35 de la Constitution est fait pour éliminer Ouattara. C'est pas de se lever la question qui m'étonne. Mais c'est les réponses que j'entends souvent qui m'étonnent. Il y en a qui disent non, ce n'est pas fait pour éliminer Ouattara. Mais oui, c'est fait pour éliminer Ouattara. Ah ben oui, c'est-à-dire qu'une loi est votée pour régler un problème. Cette constitution, on est au forum de la réconciliation pour se dire la vérité. Cette constitution a été votée au moment où le problème Ouattara devenait empoisonnant pour tout le monde. Mais l'article 35 ne règle pas que le problème Ouattara. L'article 35 de la Constitution est là, règle 3 problèmes. Premièrement, cet article règle le problème de Ouattara en ce que il a été haut fonctionnaire dans un autre pays. Donc, il y a une phrase qui dit, pour être candidat à la présidence de la République, il ne faut pas s'être prévalu d'une autre nationalité. Ça, c'est pour Ouattara. Oui, ça c'est pour Ouattara, c'est pour régler le cas de Ouattara que les constituants ont écrit ça. Mais il faut que les Ivoiriens aient le courage et l'honnêteté d'assumer
ce que le peuple de Côte d'Ivoire a voté. Le pouvoir en place émet un mandat d'arrêt pour faux sur l'identité et usage de faux documents administratifs. Ce feuilleton tragique autour de la nationalité d'un candidat, Alassane Dramane Ouattara, va entraîner le havre de paix qu'était la Côte d'Ivoire dans la plus terrible et violente crise qu'elle ait connue. Elle va faire pas moins de 3000 morts et des dizaines de milliers de déplacés. Je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment. Même si finalement le président Alassane Dramane Ouattara est parvenu par sa force, par sa stratégie, par ses soutiens à se hisser dans le fauteuil présidentiel en 2010, au terme d'une campagne épique et d'une élection violente dans un climat de division du pays, même si par son travail, par son entre-gens, par son style et sa détermination, il a remis la Côte d'Ivoire sur les rails, dans le sens du développement, la blessure de la division née de ce texte sur la nationalité du président n'a pas encore vraiment cicatrisé. L'affaire a fortement divisé un pays pourtant jusque-là connu comme celui de la Kwaba. Tout ceci pour une querelle de nationalité du candidat à la présidentielle. Certains d'ailleurs continuent de mentionner qu'il n'est pas ivoirien. Ce cas n'a pourtant pas servi de leçon au reste de l'Afrique. La chose s'est poursuivie au Gabon, où en 2009 et en 2016, le serpent de mer est revenu avec la question de la nationalité du président Ali Bongo Ondimba. Le livre n'est pas en vente au Gabon, et pourtant il fait scandale. Nouvelles affaires africaines de Pierre Péan, c'est une histoire de trahison, de corruption et du maintien au pouvoir de la famille Bongo depuis près de 50 ans. Pour l'opposition, c'est du pain béni. Elle réclame la démission du président. Blessé dans son honneur et sa dignité par l'arrivée à la tête de l'État d'un usurpateur doublé d'un faussaire. C'est pourquoi le front appelle toutes les Gabonaises et tous les Gabonais à se mettre debout pour, comme un seul homme, chasser du pouvoir Ali Bongo Ondimba. Les manifestations que prépare l'opposition montrent bien qu'il y a autour de cela une volonté de chercher à déstabiliser un pays. Et M. Péan a prêté sa plume à l'opposition gabonaise pour chercher à salir l'honneur d'un pays, l'honneur d'un peuple. Encore un gros sujet de tension qui va réveiller les vieux démons de la division et menacer la paix. Est-ce que ce qu'il a dit est vrai? Êtes-vous Gabonais? Êtes-vous le fils de Bongo? Père? Oui. Ce qui est risible dans une affaire comme celle-là, c'est que... Et en même temps, vous voyez, c'est risible et c'est triste. Triste pourquoi? Les Gabonais attendent un autre débat que celui des origines du président. Mais c'est important, Monsieur le Président. Les origines du président. Les origines, ils les connaissent. Les Gabonais m'ont vu naître et grandir. Mais tous ces éléments, tous ces éléments qui sont sortis, Monsieur le Président, sur les actes de naissance, sur les copies, sur la manière dont ça a été fait pour le document qui a servi à devenir candidat, à être candidat, notamment cet acte qui sort de la mairie du 3e arrondissement. Monsieur Foucault, d'abord, il faut avoir un principe qui est très clair. Oui. C'est à eux de démontrer que je ne suis pas qui je suis. C'est à eux de démontrer que je ne suis pas le fils d'Omar Bongo. C'est à eux de démontrer que je viens du Biafra. Qui m'a vu là-bas? Qui m'y a vu? Qui est allé me chercher? Qui m'a ramené? C'est à eux de le démontrer. Moi, j'ai une famille. Les membres de ma famille me reconnaissent comme tel. Votre père peut aussi vous adopter. Mais s'il l'avait fait, il l'aurait dit. Pourquoi l'aurait-il caché? Pourquoi l'aurait-il caché? Malgré les mots, les échanges particulièrement virulents, le président Ali Bongo Ondimba va être élu et succédé à son père. Je jure de consacrer toutes mes forces au bien du peuple gabonais en vue d'assurer son bien-être et de le préserver de tout dommage, de respecter et de défendre la Constitution et l'État de droit. Je le jure. Cette fois, Dieu merci, la controverse ne va pas faire de victimes civiles, parce qu'elle était un peu cousue de fil blanc, il faut le reconnaître. Même désordre plus récemment à Madagascar, où la population était invitée à voter pour choisir son président.
Cher peuple malgache, je suis prêt à me consacrer entièrement au pays. Je suis prêt à être le candidat de tout le peuple malgache, sans distinction. Il n'aurait pas dû être élu. Il ne doit pas se présenter à la prochaine élection car il ne respecte même pas la loi de son pays. Je pense qu'il nous a trahis. Moi, je pensais vraiment qu'il n'avait que sa nationalité malgache. Je n'ai rien caché. Mon arrière-grand-père, il était de nationalité française en 1932. Donc, comme la loi disait que les descendants des binationaux peuvent jouir de la nationalité, quand je suis parti en France, quand je me suis retiré de la vie politique, mes enfants poursuivaient leurs études en France. À ce moment-là, pour faciliter justement leur installation en France, bien évidemment, j'ai demandé la naturalisation par filiation. Pour qui les parents, des parents qui ne peuvent pas faire des sacrifices et qui ne feront pas tout pour l'avenir de ces enfants. Moi, je l'ai fait pour mes enfants. Le problème concernant le président Radzoel, c'est que quand on devient binational après sa majorité, on perd automatiquement la nationalité malgache. En 2018, lorsqu'il a déposé sa candidature auprès de la HCC, il a sciemment dissimulé cette acquisition. Donc, il a menti au peuple malgache. Si les gens ont su qu'il a la nationalité française, ça aurait changé les résultats. La binationalité est acceptée par le code de nationalité malagasy. Les descendants des binationaux peuvent jouir de la nationalité française. À Madagascar, pourtant, le code de la nationalité est clair. L'article 42 stipule « Acquérir une nationalité entraîne la perte de la nationalité malgache ». C'est complètement immoral pour un pays comme Madagascar qui a retrouvé son indépendance et que le chef de l'État en exercice demande la naturalisation du pays colonisateur. J'aimerais vous dire que ce bout de papier n'enlève en rien le sang qui coule en moi, le patriotisme qui est en moi et surtout le devoir de relever et surtout de faire briller, d'avancer et développer mon pays. Je jure que j'accomplirai en bonne et due forme mon devoir et j'agirai dans la vérité en tant que président du peuple malgache. Le président André Radjoel aura finalement été élu président de la République. Dans le cas de Madagascar, cette entorse au texte n'aura pas eu de conséquences immédiates. On caresse l'espoir qu'il n'y en aura pas un peu plus tard, qu'il n'y aura pas de résurgence. Mais le Niger n'aura pas bénéficié de la même chance. Il est l'un des cas les plus préoccupants, les plus d'actualité. Même si la presse internationale souvent se trompe et n'évoque que très maladroitement les raisons profondes du coup d'État intervenu en juillet 2023 à Niamey. Si des millions de Nigériens dénoncent avec autant de force les sanctions inhumaines, violentes, illogiques qui frappent leur pays, c'est bien parce qu'ils ressentent une injustice profonde. Pour eux, il faut bien prendre conscience que leur malheur vient de l'imposture électorale qui a installé Mohamed Bazoum à la tête du Niger. On ne peut pas punir un peuple au nom de la légalité alors que le président est illégal et illégitime. Pourquoi pensent-ils et disent-ils cela? C'est un coup d'État contre un président démocratiquement élu, venant d'une ethnie minoritaire. Ceci est une version très discutable des choses. C'est carrément faire fi de la réalité du terrain. En 2021, lorsque s'annonce la campagne présidentielle au Niger, s'ouvre un débat politique particulièrement brûlant. Celui de la nationalité du ministre candidat Mohamed Bazoum. Il a été choisi par le camp du président sortant Issoufou Mahamadou, qui vient d'effectuer ses 2 mandats prévus par la Constitution. Il est donc pressenti pour être le candidat de son parti, le PNDS Taraya. Mis au courant à la fois par la rue, mais également par les différents politiques, de la rumeur et du doute persistant qui courait depuis longtemps déjà sur sa nationalité, je vais le voir à son domicile, où un homme gentil, ouvert, disponible comme il l'est, il me reçoit en présence du fils du président Issoufou qui venait d'être désigné comme directeur de campagne. Il m'explique à sa manière, très simple, son état civil qui commence à être contesté. Il semble sûr de son fait, mais refuse de s'expliquer par voie de presse sur la question à ce moment-là. Bien qu'un peu sceptique sur la théorie du jugement supplétif qu'il évoque, je lui propose de m'accorder une interview pour clarifier les choses, pour le plus grand nombre, proposition qu'il repousse gentiment. À plus tard, pour éviter de faire enfler la polémique.
Mais la réalité va vite remonter en surface. Les Nigériens veulent et ont droit à la vérité. Toute la vérité et rien que la vérité. Que notre haute juridiction nous dise clairement, sans artifice juridique, si le candidat Bazoum Mohamed répond oui ou non à la condition de nationalité d'origine exigée par les dispositions de l'article 47 de notre Constitution et d'en tirer toutes les conséquences de droit qui s'imposent. À nos adversaires, ce combat-là est terminé pour eux. Eh bien, ni les étrangers, ni la Cour constitutionnelle ne remplaceront le peuple. C'est toute l'opposition à Mohamed Bazoum qui est vent debout contre cette candidature parce qu'elle ne répond pas, selon elle, au texte de la Constitution. Que disent les textes? Ils disent, entre autres, qu'il faut justifier sa nationalité nigérienne d'origine. La pièce établie en mars 1978, qu'il introduit dans son dossier de candidature, présente plusieurs irrégularités. C'est un document qui a été établi à l'époque à Gouré, dans le nord du pays, qui présente plusieurs curiosités. Il ne considère pas que moi, pour être né au Niger, pour être né de parents qui sont nés au Niger, de grands-parents eux-mêmes nés au Niger, il considère que je ne suis pas nigérien. Il est écrit à l'article 7, très clairement, est nigérien, c'est-à-dire au sens du titre 2 de cette loi de 1961, tout individu né au Niger, d'un ascendant direct au premier degré, lui-même né au Niger. Et en alinéa 2, il est écrit et présumé remplir cette double condition, celui qui a sa résidence habituelle sur le territoire de la République du Niger. Le législateur, en 1961, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, a eu recours à ce qu'on appelle la présomption légale et a décidé que tous qui étaient au Niger, avaient une résidence au Niger, sont désormais considérés comme des Nigériens d'origine. C'est ainsi que tous les ressortissants d'Afrique de l'Ouest et d'ailleurs qui étaient dans l'administration du Niger, dont certains d'entre eux étaient ministres, sont désormais considérés comme des Nigériens d'origine. Tous ceux qui, par le phénomène naturel des migrations, se sont retrouvés sur notre territoire à partir de cette date-là, sont considérés comme des Nigériens d'origine. À partir de ce moment-là, jusqu'à l'abrogation de cette disposition, tous qui sont nés au Niger, quel que soit le moment où ils sont arrivés, sont considérés comme des Nigériens d'origine. Donc, par conséquent, je suis comme tous ceux qui se sont retrouvés sur le territoire du Niger à partir de cette loi, Nigériens d'origine. Et nous avons une nation, et cette nation-là est régie par des règles fondamentales. Mais c'est avant d'aller dans les urnes qu'il y a des règles à respecter. Il y a des règles à respecter. La loi a pris avant, donc il y a des conditions éliminatoires qui doivent être respectées. Cette campagne qui est idéologique a donné lieu à des arguments qui ne sont pas des arguments qu'on doit utiliser dans un régime de démocratie. Parce que tout simplement, ils prennent un tour xénophobe, raciste, haineux, de discrimination et de tension. En réalité, cette pièce nécessaire à la validation de sa candidature présente de nombreuses incongruités, des détails troublants, comme celle par exemple qu'il présente comme sa mère, née au Niger, qu'il aurait eu à l'âge de 16 ans alors qu'elle avait déjà 6 enfants, dont Mohamed Bazoum n'est que le 7e de la fratrie. En gros, même si elle a fait un enfant chaque année, elle aurait commencé le premier à l'âge de 9 ans. Impossible même si on est plutôt précoce dans cette région. Cette pièce, ce certificat de nationalité établi le 11 juillet 1985, va être celle qu'il utilise pour son intégration à la fonction publique. Elle porte le numéro 140 dans le registre de l'attribution des documents à l'IFA. Cette pièce, il a utilisé toute sa carrière. C'est d'ailleurs elle qu'il va présenter pour les élections législatives de février 1993. Il va présenter cette pièce pour toutes les démarches administratives et électorales jusqu'en 2016. Seulement, pour les présidentielles, la procédure est plus corsée, plus sérieuse. Le texte dit qu'il faut justifier de sa nationalité nigérienne d'origine. C'est là que le poteau rose est mis à nu.
Convaincu que cette maman sur le certificat de nationalité n'est pas la sienne, l'opposition va intenter une action en justice pour dire qu'il est illégal. Le candidat Bazoum s'insurge contre ce qu'il dénonce comme une campagne de xénophobie. J'ai été victime du fait que j'ai dû faire mon école primaire hors du département dans lequel j'étais né. J'ai eu quelques difficultés que je n'ai pu résorber que lorsque j'ai grandi, que j'ai eu des capacités moi-même de me déplacer, d'aller trouver les personnes qui peuvent témoigner de ma naissance, qui l'ont fait devant un juge. C'est un jugement, ce sont des personnes qui comparaissent devant un juge. On a tout un registre auquel on peut se référer et de cette façon tout à fait régulière, sur le tard, c'est vrai. J'ai eu mon acte de naissance et j'ai eu mon certificat de nationalité de la façon la plus régulière. Devant l'insistance de l'opposition à connaître la vérité sur l'authenticité de ce certificat de nationalité, Mohamed Bazoum va en présenter un autre dans son dossier à la veille même de la clôture des dépôts des dossiers pour les élections présidentielles. Cette fois-ci, le certificat en tout point identique au précédent porte plutôt le numéro 99 SD, tout en conservant la date du 11 juillet 1985. Ce n'est plus le précédent, jusque-là introduit, qui portait le numéro 140. À l'opposition qui dénonce le faux, il dit ne pas reconnaître le précédent certificat. Pour cela, ils ont présenté un certificat de nationalité qui comporte des choses, en effet, de nature à indiquer très clairement que mon certificat de nationalité est faux. Mais je veux vous dire que ce certificat qu'ils ont présenté, il n'est pas mon certificat de nationalité. Il a deux tares. La première tare consiste dans le drapeau à écrire République du Niger, Cour d'appel de Zender, Tribunal de Difa. La deuxième tare, c'est que moi, mon certificat de nationalité comporte le numéro 99, section de Difa, barre SD. Le leur comporte le numéro 140, barre SD. Je vais vous dire, moi, mon certificat de nationalité, son drapeau, c'est Cour d'appel de Niamey, Tribunal de Zender, section de Difa. Que ce monsieur, ce n'est pas seulement en 2016 qu'il a utilisé ce certificat numéro 140. Il l'a utilisé durant toute sa vie, depuis 1985. Ce dossier, ça est dans son dossier d'intégration à la fonction publique. Allez-y fouiller, vous allez retrouver ça. Ainsi, la Cour va déclarer recevable ce dossier puisque ce n'est pas son rôle de vérifier l'authenticité d'une pièce. Elle vérifie simplement à travers la signature de l'autorité qui a qualité pour le faire. Les décisions rendues par la Cour jusqu'à ce jour n'ont pas permis d'établir la véracité de la nationalité d'origine du candidat Bazoum Mohamed. Au contraire, les questions sur la légalité de sa candidature se sont intensifiées et un fort soupçon est né qu'il existe une volonté politique manifeste d'imposer aux Nigériens un candidat. Et pourquoi pas un président de la République aussi. Dès aujourd'hui, j'ai demandé à mon conseil d'introduire une requête devant la Cour constitutionnelle pour que notre haute juridiction nous dise clairement, sans artifice juridique, si le candidat Bazoum Mohamed répond oui ou non à la condition de nationalité d'origine exigée par les dispositions de l'article 47 de notre Constitution et d'en tirer toutes les conséquences de droit qui s'imposent. Malgré la mobilisation de l'opposition pour dénoncer ce faux certificat versé dans le dossier, malgré le fait que l'on découvre que le numéro de ce nouveau certificat de nationalité, numéro 99 SD, est un doublon et appartient à une autre personne, mais pas au candidat Bazoum, rien n'y fait. Aujourd'hui, ce qu'il a eu à faire, aller jusqu'à brandir deux actes de nationalité, de numéros différents, et amener un troisième acte de nationalité, je crois que nous sommes maintenant, au lieu d'une nationalité contestée, nous sommes même en ce qu'on appelle en droit, en faux et usage de faux. Le faux dans ce dossier ne s'arrête pas là. Devant la mobilisation de l'opposition, devant sa ténacité, sa volonté de ne pas se laisser balader sur ce coup-là, le camp du président Bazoum va fabriquer un nouveau certificat de nationalité. Cette fois-ci, il ne porte aucun numéro.
Puisque la bataille est autour du numéro du certificat, ils ont décidé de présenter un sans numéro. Oui, sans numéro. Et le registre du précédent a même mystérieusement disparu. On justifie cette disparition par le fait qu'il y a eu des travaux dans le bâtiment et qu'il est perdu probablement pendant les transports. Tour de passe-passe, disparu. En réalité, on se retrouve avec 3 certificats de nationalité pour le même candidat. Un portant le numéro 140, un autre le numéro 99 et un troisième censé être l'original qui n'a même pas de numéro. Les choses sont claires. Il y a usage de faux. Son problème, c'est que ceux qui lui ont arrangé les papiers n'ont pas bien arrangé. Malgré le fait que tout semble s'éclaircir, son camp ne se démonte pas. Alors on va maintenant fouiller le certificat qu'il a fourni jusque-là pour les précédentes élections à la députation. On exhume donc ses précédents dossiers qui montrent bien qu'il a utilisé pendant toutes ces années le certificat numéro 140 pour les précédents scrutins. Cette fois, l'usage du faux est clairement établi et certains commencent à spéculer sur son imminente arrestation pour faux et usage de faux. Mais sous la puissante et discrète pression du président Mahamadou Issoufou, qui lui-même est sous pression de Paris, qui a décidé d'installer Bazoum à la tête du Niger, afin qu'il poursuive la coopération maintenue depuis les 2 précédents mandats, contre toute attente du public nigérien, la Cour constitutionnelle va valider le dossier de Mohamed Bazoum. C'est sur la base de ce faux certificat de nationalité que Mohamed Bazoum va être déclaré candidat à la présidentielle. Déclare éligible à l'élection présidentielle premier tour du dimanche 27 décembre 2020 les cieux Abdallah Suleiman, Jibrila Bare Mainassara, Mohamed Bazoum, PNDS Taraya, ordonne la notification du président Arrêt à monsieur le ministre de l'Intérieur chargé des questions électorales et sa publication au journal officiel de la République du Niger. Le mensonge flagrant est passé. Mohamed Bazoum est fait candidat malgré la plainte portée par l'un des candidats, Jibril Mainassara Baré, à la Cour de justice de la CEDEAO. Nous, Mohamed Bazoum, président de la République élu conformément aux lois, jurons solennellement sur le Saint. Pourquoi je reviens aujourd'hui en détail sur ce cas Bazoum? Parce que finalement, le mensonge a été lourd de conséquences pour le Niger et a créé un précédent. Le président élu, dans des circonstances pas très honnêtes, n'a pas réellement pu gouverner son pays malgré sa bonne nature, puisqu'il était à la fois sous pression de son prédécesseur, qui continuait de tenir les rênes du navire, mais également sous celle de Paris, dont il était quasiment le sous-préfet. Mais plus grave encore. On a un homme intègre, démocratiquement élu, courageux. En réalité, ceci est faux lorsque l'on écoute entre autres les révélations extraites du livre censuré de l'ancien ambassadeur de France au Niger, qui montre bien que Bazoum était surtout l'homme de Paris, qu'il a été imposé à son prédécesseur. La vérité, tous la connaissent désormais, même si Paris s'emploie encore à jouer la carte de la défense de la démocratie. Et on a pris parti en plus avec une analyse simpliste qui consistait à dire, parce qu'on traite l'Afrique de manière très simpliste, et Mohamed Bazoum a été un président élu démocratiquement. Il a été élu démocratiquement, ça se discute. Oui, alors j'allais vous dire, oui. Parce que Mohamed Bazoum, quand il a été élu avec avec le président Issoufou, qui était le président en place, qui a tout fait, entre guillemets, pour qu'il soit élu. Hein, et c'est pour ça qu'il faut être sachant, excusez-moi, et sachant également, je précise pour nos auditeurs, parce qu'ils ne savent pas forcément, c'est que la population au Niger, il y a quand même les gens du Sud et les gens du Nord. Hein. Bazoum est un Arabe, donc c'était quelqu'un qui est considéré comme quelqu'un du Nord, et ça avait été très très mal vécu par tous les gens du Sud, qui considèrent que légitimement le pouvoir leur appartient, puisqu'ils sont majoritaires en population. Et je pense que faut savoir tout ça. Donc réagir comme on a réagi, c'était refuser de voir une réalité interne, qui était un problème interne qui n'est pas le nôtre. Exactement, et une complexité de la situation qui aurait dû nous inviter à beaucoup plus de prudence. Même si Alain Juillet connaît un pan de la vérité, elle n'est pas exactement celle-là. Le rejet dont le président Mohamed Bazoum fait l'objet ne s'explique pas par son origine arabe, non. Les minorités arabes du Niger vivent plutôt pas trop mal sur le territoire. Elles auront du mal à accéder aux affaires, c'est vrai, à raison de leur nombre, mais le cas du président Bazoum s'explique pas du tout par cela. Une grosse partie du rejet de Bazoum vient du fait qu'il n'est pas considéré comme un Nigérien. Son histoire de certificat de nationalité n'a pas vraiment convaincu. Il était surtout perçu comme au service d'un autre pays, la France,
Il est perçu comme un imposteur étranger installé par la France avec la complicité de son prédécesseur Mahamadou Issoufou à la tête du Niger. Pour moi, c'est ça l'essentiel. L'attachement de la personne au pays. Alors, je vous raconte une anecdote. En 1993, Bazoum s'est présenté candidat à Tesker. Les élections ont été conflictuelles et il fallait que Bazoum défende son dossier. Et juridiquement, et il estime auprès des autorités. C'était la transition. Il est passé chez le président Al-Chebou. Il est passé chez le président de la Cour suprême. Il est passé chez le président André Salfou. Et chez moi, votre serviteur. Et vous savez le langage qu'elle m'a tenu. Ou il est admis comme député, ou il s'en va dans son pays. C'est ça qu'il a dit, et à moi et aux autres. Ce sentiment est tellement partagé que lorsque le président Macron insistait pour en faire un martyr, la population ouest-africaine en général et nigérienne en particulier estimait qu'il se moquait de leur intelligence. Monsieur Bazoum n'est pas un Nigérien, son comportement nous le reconforte totalement dans notre constat. Cette histoire de nationalité du président a priori anodine au départ pour ses auteurs est donc très lourde de conséquences pour le Niger, puisque dans l'absolu, on punit tout un pays pour un président qui en réalité était illégal et illégitime. Une punition qui a fait de nombreuses victimes civiles, des morts dans des hôpitaux, parce que les médicaments n'étaient carrément plus livrés en raison des sanctions iniques, parce que l'électricité a été coupée par le voisin nigérian qui a poussé le zèle tellement loin qu'il a oublié qu'il provoquait de fait la mort des frères voisins. Parce que les vivres n'étaient plus importés. Bref, parce qu'on a isolé le Niger pour l'asphyxier avec l'assentiment, le soutien de Mohamed Bazoum. Peut-on ainsi accepter de punir son peuple juste pour défendre son pouvoir? S'interrogent des millions de Nigériens qui y voient la preuve supplémentaire qu'il n'est pas vraiment soucié d'eux, pas vraiment nationaliste. Des sanctions inhumaines, tout ça pour défendre, disait-on, la démocratie, alors que l'on savait que le concerné avait triché pour se hisser sur ce fauteuil. C'est douloureux à dire parce que c'est un ami, mais c'est la vérité et mon devoir est de le faire savoir. Le président béninois, le président togolais, nigérien et consorts, ils ne vivent pas au Niger, ni au Burkina. Donc parfois aussi, il faut être humble. Nous ne savons pas quelles sont les vraies réalités de ces pays-là. Nous sommes dans notre rôle. Mais peut-être dans son rôle, et parfois est acteur de la plaque. On l'a vu l'été dernier, suite au coup d'État au Niger. La France a pris une décision, pardonnez-moi le mot, mais totalement stupide, en ne délivrant pas les visas aux 400 étudiants nigériens qui attendaient leur visa pour venir en France. C'est-à-dire qu'on a doublement sanctionné des gens qui avaient une appétence pour la France, dans une relation difficile avec les putschistes. Au contraire, on aurait dû mettre en place une procédure totalement dérogatoire pour leur faciliter l'obtention de leur visa et leur accueil en France. Parce que ces gens-là, c'est eux qui vont construire la relation entre la France et le Niger de demain. Et on a mis tout le monde dans le même panier. On a dit, puisque la junte est méchante avec nous, nous a demandé de partir, puisqu'ils ont cassé une partie de notre ambassade, nous ne délivrerons pas de visa. Franchement, on voudrait rompre avec l'Afrique qu'on ne ferait pas différemment. C'est de nos erreurs que nous devons tirer de leçons. Lorsque l'on s'est planté aussi souvent, on doit prendre le taureau par les cornes et en finir avec ces crises à répétition nées des magouilles, des arrangements entre copains et négligence. Ces drames nés du refus d'appliquer les textes qui régissent nos sociétés ont fait trop de morts pour que nous ne les prenions pas au sérieux et en finissions. Il n'est pas normal qu'à chaque scrutin, on déplore des morts et des blessés parce que des petits malins ont trouvé le moyen de contourner la loi pour s'accaparer le pouvoir. Qui a le droit de se présenter, d'être candidat à la fonction suprême, à la présidence de la République? Les textes sont clairs et ne peuvent varier en fonction des individus et de leur rayonnement, de leur poids dans la société, de leur influence. C'est dans le même temps à chaque peuple, en toute souveraineté, de décider des conditions d'éligibilité. J'ai initié une proposition de loi pour verrouiller l'accès à la présidence de la République, mais également aux autres fonctions de souveraineté nationale, en les réservant exclusivement aux Congolais nés de mères et de pères congolais. Cette idée, c'est pour protéger la souveraineté nationale, protéger l'intégrité territoriale. Personne ne peut enlever ce qui fait de nous un malgache. Personne ne peut enlever ni changer le sang malgache qui coule dans nos veines. Je ne connais pas un seul pays au monde où pour désigner les tenants de l'exécutif ou pour désigner les tenants de législatif, on autorise les étrangers à voter. Je n'en connais pas un seul.
il n'y a pas un seul pays à l'ONU où les étrangers votent pour l'exécutif et pour le législatif. Vous savez, il y a plusieurs chefs d'État qui ont d'autres nationalités, à l'image aujourd'hui de Simone Pérez, qui est l'ancien président israélien qui était d'origine polonaise, le président Sarkozy, il est d'origine hongroise, le président Barack Obama, il est d'origine kenyan. C'est complètement immoral pour un pays comme Madagascar qui a retrouvé son indépendance et que le chef de l'État en exercice demande la naturalisation du pays colonisateur. Mais c'est avant d'aller dans les urnes qu'il y a des règles à respecter. Il y a des règles à respecter. La loi a pris avant, donc il y a des conditions éliminatoires qui doivent être respectées. Dans le domaine des conditions de nationalité des candidats à la présidentielle, pas de leçons à écouter des grandes puissances qui d'ailleurs, en l'espèce, sont généralement moins ouverts, beaucoup moins généreuses, plus restrictives, à chacun selon sa sensibilité, à condition d'être juste et cohérent et de respecter le modèle qui aura été arrêté. De ne plus le faire au faciès, qu'il ne soit plus à géométrie variable. Cela nous épargnera quelques violences et tensions inutiles alors que nous avons un continent à construire. Je voudrais vous remercier pour votre fidélité à ma chaîne YouTube qui compte de plus en plus d'abonnés, mais également pour mes autres plateformes digitales où vous êtes de plus en plus nombreux malgré les faux comptes qui continuent de se multiplier. Surtout que les cybercriminels sont de plus en plus actifs et rivalisent d'ingéniosité pour s'approprier le travail des autres. Ils n'éprouvent aucune gêne à brouiller notre message. Depuis l'annonce de l'arrivée imminente de notre chaîne Afromédia, se sont multipliés de nombreux faux comptes. Je souhaite vous mettre en garde contre ces comptes qui ne nous engagent pas, qui ne sont pas les nôtres et que je vous demande de dénoncer. Les seuls vrais comptes à Afromédia sont ceux contenus dans le QR code que je vous recommande de scanner. Cette fois-ci, plus de réelles raisons de vous laisser avoir, puisque comme vous l'avez certainement remarqué le long de cette chronique, nous vous proposons un QR code à scanner pour être sûr d'être sur notre plateforme, la vraie. Elle vous évite, du moins pour l'instant, de continuer de subir les assauts des cybercriminels qui usurpent mon identité à d'autres fins. Je vous prie donc de scanner ce QR code si vous ne l'avez pas encore fait. Il vous conduit directement à tous mes comptes, LinkedIn, Facebook, TikTok, Instagram et X. En le scannant, vous êtes cette fois-ci certain d'être sur les bons comptes, celui qui vous propose le narratif africain, sans complaisance, mais sans condescendance.